It is news hour on your TV Spectrum Television. Top on our news stories tonight, January 17, 2024. The governor of the Center region, Nassari Paul Beya, has today in Yaoundé chaired the launching ceremony for the 2024 budget for the Center region. The governor in this except has called on all the stakeholders in charge of executing these projects to endeavor to carry them to the latter. Today marks exactly a year that the mortal remains of Martinez Zogo were found mutilated in Ebogo, a few kilometers from Yaoundé. Since then, the Zogo case has experienced many twists and turns, including claims, investigations, denunciations, and more. A look back at some highlights of this case in this newscast. Plus, in sports, football, AFCON 2023, Ivory Coast. After their victory yesterday of 2-0 against the Bafana of South Africa, the Eagles of Mali fans have expressed their joy and aspirations for their team in the coming games in this competition. These stories in full and more will be yours right ahead. Welcome, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, STV. And we'll kickstart in Molière's language. And it's with you, Oriane Donken. Bonsoir. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal Coupe d'Afrique des Nations. Quelle saveur a une CAN sans les éternelles rivalités entre Camerounais et Ivoiriens? On ne le saura jamais, vu que les clashs entre ces deux pays ont également répondu présent à cette édition 2024. Ce mercredi, nous sommes descendus dans les rues de Douala pour savoir ce que pense Monsieur Tout-le-Monde de ces guéguerres. Léla Renganzo et Nono Foutu. Elles ont atteint un niveau délicat, les rivalités entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun sur les réseaux sociaux, avec les menaces que reçoit depuis peu une influenceuse camerounaise, allée vivre en direct en Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Son crime, avoir décidé de montrer l'autre visage de ce pays frère et ami, loin des ponts et infrastructures habituellement présentés. L'influenceuse a en effet filmé une route pleine de poussière, comme pour dire que ces deux pays grands de gueule, Cameroun et Côte d'Ivoire, ont aussi ça en commun. En commun, je dirais, sur le plan culturel, on a pratiquement la même culture. Et maintenant, dans la diversité, pour la préparation, comment il va appeler ça? Il y a le cacao au Cameroun, on fait le cacao en Côte d'Ivoire. C'est nos amis dans le domaine football. Nous avons eu un Didier Drogba qui sait qu'il est comme Samuel Eto'o-Fils. Donc on arrive là-bas, là on se retrouve avec deux stars. Donc il doit toujours avoir combat des lions. Tout ça c'est la gueule du football. Nous n'avons pas de problème avec les Ivoiriens. Exercice. Donnons la parole aux Camerounais qui veulent s'exprimer sur cette rivalité. C'est un problème entre mari et femme. Donc le mari et le Cameroun, la femme et la Côte d'Ivoire. Ils nous ont donné la femme. Nous, quand il dit nous, ça veut dire Samuel Eto'o-Fils. J'ai dit eux, la femme de Samuel, ils sont nos femmes, nous sommes leurs maris. Ce n'est que normal que de temps en temps, il y a des clashs dans le foyer. Même, vous savez, dans un foyer, s'il n'y a pas par moment de petits problèmes comme ça, là, il faut avoir peur. Ce n'est que normal. Le clash, là, pour moi, n'est que normal. C'est deux complices. Ils savent ce qu'ils font. Camerounais et Ivoiriens. La rivalité, ça se trouve sur les réseaux sociaux, souvent parce que le Cameroun, c'est un continent. Mais par contre, la Côte d'Ivoire, c'est le pays dans le continent. Donc le Cameroun regorge tout ce que les autres pays africains ont, comme des pays d'accueil et ainsi de suite. Si cette nouvelle vague d'émotions est causée par la passion du football, comme ce fut déjà le cas lors de la CAN organisée en 2022 par le Cameroun, il faut dire qu'à eux deux, les deux anciennes colonies françaises totalisent 7 trophées CAN, soit 100 pour le Cameroun et 2 pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes allés là-bas uniquement pour remporter la Coupe d'Afrique. Donc nous n'avons pas ce problème. Laissons tout ce que les gens parlent de gauche à droite. Nous on sait que le Cameroun est allé en Côte d'Ivoire pour remporter la Coupe d'Afrique face à la Côte d'Ivoire.
Et nous sommes prêts pour ça. Nous n'avons pas de problème avec eux. La rivalité doit être que si on se croise, c'est là on va savoir qui est qui maintenant. Comme on dit toujours les beaux des beaux là. Parce que là on le tape, on rentre. Et ce nouvel épisode n'est que la suite logique quand on sait que cette guéguerre entre Camerounais et Ivoiriens touche aussi les niveaux de développement et infrastructures. Il faut que le Cameroun se mette encore vraiment à beaucoup de choses à faire. Parce que quand on regarde son football et pour la Côte d'Ivoire, jusqu'ici, le Cameroun est encore en train d'essayer encore beaucoup de choses à faire. Essayer beaucoup de joueurs par rapport au match d'hier. On a vu que vraiment ça n'allait pas la peine. Il forcer seulement le jeu. Selon ce que moi aussi j'ai vu et ce que j'ai suivi, j'ai compris que la Côte d'Ivoire avançait plus que le Cameroun en tout. Que ce soit en hôtel ou en infrastructure. Moi, j'ai vu comment leurs routes sont bien arrangées là-bas. Notons que jusqu'ici, ces clashs entre le Cameroun et la belle famille, nom affectueusement donné à la Côte d'Ivoire en référence au mariage entre les ressortissants des deux pays, sont presque toujours restés amicaux et bons enfants. Loin des réseaux sociaux et autres clashs, le Mali a battu l'Afrique du Sud 2-0. C'était hier, 16 janvier 2024, première journée du groupe E. Les Aigles du Mali se sont donc imposés après la pause. 2 réalisations en 6 minutes seulement, clouant ainsi les Bafana Bafana. La communauté malienne présente ici à Douala a célébré cette victoire et voit déjà le Mali champion d'Afrique. Dès la première mi-temps, on a vu que c'était un peu serré, mais après la pause, le coach il a essayé de modifier certaines choses. Et finalement, ça s'est très bien passé avec 2-0. Et on prend la tête de la poule avec 3 points devant la Namibie. Namibie qui a battu la Tunisie 1-0. Vraiment, nous sommes vraiment satisfaits du match. Et si prêt à Dieu, Inch'Allah, nous allons remporter cette coupe. Bon, c'est vraiment un sentiment de satisfaction ce soir, après cette première victoire. Surtout que nous ne jouons pas très loin du pays, donc la victoire vraiment était nécessaire. Notre objectif, c'est d'arriver à la fin de cette compétition et rentrer avec le trophée au Mali. C'est ça l'objectif, cette CAN. Vraiment, je suis fier de tous les aigles du Mali, toutes les nations. C'était un match incroyable. Au début, c'était vraiment compliqué pour les aigles. Mais avec le deuxième mi-temps, ils ont pris le match au sérieux. Grâce à Dieu, on a eu la victoire 2-0. Je sais qu'on a des guerriers vraiment pour cette CAN. Qui étaient là, toutes les quartiers sortis. Donc, pour venir soutenir les aigles et regarder les matchs aussi en direct. Donc, c'est très important pour ce pays. Ouais, je suis content vraiment de jouer que les aigles ont fait. Au début, quand même, j'étais un peu énervé parce que je sais qu'il y a certains joueurs qui n'étaient pas les postes. Donc, avec le deuxième mi-temps, ils ont honoré les matchs. Donc, ça s'est bien passé à la fin de la match de score 2-0. Donc, je suis vraiment fier de cette équipe. Le problème qui s'est passé, cette équipe, tout ce sont les jeunesses. Les ballons d'abord, c'est la jeunesse qui comptait d'abord. Si ils se donnent la main 100%, 90%, ils jouent avec le cœur, on sait que ça va aller très loin. Bon, cette équipe, je pense que 2021 était au Cameroun. C'est les gens qu'on se connaît très bien. Même moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont à l'intérieur, donc on s'est vu, donc on se connaît très bien. En plus, je sais qu'ils étaient au Cameroun grâce à cas de finale, nous sommes sortis. Mais j'ai confiance à cette équipe et c'est que ça va aller très loin, Inch'Allah, c'est prêt à Dieu. Bon, je pense qu'il y a le Sénégal d'abord, que je vois qu'ils sont vraiment favoris après Sénégal, après Côte d'Ivoire. Donc, je pense que plus Mali, je vois que c'est vraiment les 3 pays. Le 4e, je peux dire aussi au Cameroun, parce que malgré, avec les matchs nuls de la Guinée, c'était pas facile, mais il y avait certains absents. Mais je pense qu'avec le deuxième match contre le Sénégal, le Lion va gagner, Inch'Allah. Away from our special page dedicated to the AFCON competition, we now talk something else in this newscast. And we go over to Yaoundé, political capital of Cameroon, where the governor of the Center region, Nasseri Paul Beya, has today in Yaoundé chaired the launching ceremony for the 2024 budget for the Center region. The governor in this excerpt has called on all the stakeholders in charge of executing these projects to make sure that these projects are carried out to the letter. Let's take a listen.
the motorway. We have a lot of schools to be built and others reinforced. We have health, hospitals and the rest. But I want to tell the population, both the vote holders and the business economic community, that they should do their best to manage the budget in such a way that it will be beneficiary to the population of the central region, and that they should avoid not respecting the timing, all the procedures and the delays, and that we are going to be strict this time, and recalcitrants will have to reply or answer to the actions. Le nouveau patronat GECAM, issu de la fusion GICAM-ECAM, n'a pas encore de président. Henri Fosso, ancien membre du comité des sages, appelle Célestin Tawamba, président du défunt GICAM, à ne pas abandonner le nouveau bébé dont il est le géniteur. Selon Henri Fosso, c'est une obligation morale pour Célestin Tawamba de mettre ce nouveau syndicat patronal sur les rails. Tout en relevant les couacs qui ont émaillé le processus, l'entrepreneur ne manque pas de féliciter celui-là qui a offert au Cameroun une centrale patronale unie. Maintenant qu'elle est là, l'ancien membre du Conseil des sages donc compte sur le géniteur du GECAM pour fédérer autour de cette centrale patronale toutes les voix de notre patronat. Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable a lancé hier à Yaoundé la mise en œuvre du protocole de Nagoya au profit des petits exploitants des régions de l'extrême nord et du sud-ouest. Le projet, qui va durer 3 ans, veut rendre effectif le partage des avantages fruits des exploitations des ressources génétiques. Inès Pangan. Les petits exploitants des régions de l'extrême nord et du sud-ouest au centre de la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Cela passe par un cadre réglementaire et institutionnel sur l'accès et le partage des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées. Les pays occidentaux, les étrangers viennent prendre nos produits, ils l'exploitent de façon, disons, égoïste. Il est question à travers la loi APA que s'il y a exploitation, il faut qu'il y ait partage équitable des avantages entre les populations locales, le pays et puis les communautés extérieures qui viendront exploiter. Le projet, qui va s'étendre sur 3 ans, est financé par le Fonds pour l'environnement mondial. Nous avons 3 ans pour pouvoir opérationnaliser tout cela. Nous aurons des projets pilotes à la fois dans l'extrême nord, mais aussi dans le sud-ouest. Mais j'ai bon espoir que nous allons avoir des résultats concrets pour les populations, au bénéfice des populations locales, mais surtout au bénéfice du gouvernement du Cameroun aussi. L'atelier de lancement du projet a lieu ce 16 janvier 2024 à Yaoundé. Le but, vulgariser celui-ci auprès des partenaires et des parties prenantes et finaliser la préparation du premier plan de travail annuel de l'appui à la mise en œuvre du protocole de Nagoya, à la recherche et développement sur la chaîne de valeur de la biodiversité pour les petits exploitants dans les régions du sud-ouest et de l'extrême nord Cameroun. 17 janvier 2023, 17 janvier 2024, cela fait 1 an, jour pour jour, que la dépouille de Martinez Zogo a été retrouvée mutilée à Ebogo, à quelques kilomètres de Yaoundé. Depuis ce jour, l'affaire a connu de nombreux rebondissements entre revendications, enquêtes, dénonciations, retour sur les temps forts de l'affaire Martinez Zogo. Avec vous, Olivier Bouzik. Le 17 janvier 2023, alors qu'il retournait à son domicile après une édition de son émission Embouteillage dans laquelle il dénonçait déjà depuis plusieurs jours des détournements de fonds des lignes 94, 65, 57 des ministères camerounais des Finances et de l'Économie, Martinez Zogo est enlevé par des hommes cagoulés. L'enlèvement a lieu autour de 20h devant le poste de gendarmerie de Nkolnkondi à Yaoundé. Quelques jours plus tard,
La nouvelle de sa disparition fait grand bruit. Une enquête est ouverte. Malheureusement, le chef des chaînes d'Amplitude FM est retrouvé mort le 22 janvier 2023 à Ibogo, localité située à 15 km de Yaoundé. Les images de sa dépouille nu, mutilé et dans un état de décomposition avancée, choque la communauté nationale et internationale. Des réactions fusent de toutes parts. Le corps est transporté à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé pour une autopsie. Le 20 janvier 2023, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi réagit dans un communiqué. Le porte-parole du gouvernement affirme que le gouvernement suit l'affaire avec intérêt. Le chef de l'État instruit à son tour une enquête mixte afin d'élucider le meurtre du journaliste. L'enquête DGSN 7, ordonnée par Paul Biya, conduit à l'interpellation d'une vingtaine de membres des éléments des services secrets camerounais DGRE, d'autres étant en fuite. Léopold Massim Ekoeko, responsable des services de renseignement camerounais, est gardé à vue avec le statut de suspect. L'homme d'affaires Jean-Pierre Mogo Belinga, plusieurs parmi ses proches collaborateurs, dont le colonel Raymond Thomas Eton-Dinsoué, sont arrêtés à Yaoundé le 6 février 2023. Ils sont interrogés durant des semaines au secrétariat d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale. Pendant ce temps, des perquisitions se déroulent notamment dans leur domicile, aussi à l'immeuble Ekan, présenté comme potentielle scène du crime. Dans la foulée, plusieurs personnes, des journalistes, acteurs politiques et autres proches de Martinez Zogo sont auditionnés et d'autres relaxés. Le 4 mars, Jean-Pierre Mogo Belinga et compagnie sont inculpés au tribunal militaire de Yaoundé pour complicité de torture par aide. Ils sont aussitôt placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé. L'information judiciaire démarre. Sauf que, au tribunal militaire, les juges se succèdent en l'espace de quelques mois. Le dossier change chaque fois d'instructeur pour des raisons diverses. Le cas le plus récent, le magistrat militaire Florent Sikati de Kamwo fait suite à l'imbroglio consécutif à l'ordonnance de libération de deux des principaux accusés, l'homme d'affaires Jean-Pierre Mogo Belinga et l'ancien patron des services de renseignement camerounais Léopold Maxime Ekoeko. L'affaire est confiée depuis le 19 décembre 2023 au colonel Pierrot Narcisse Ndié, qui a pour mission de relancer l'information judiciaire et la conduire jusqu'à son terme. Pendant ce temps, la famille du journaliste de 50 ans reste inquiète du fait qu'un an après, les commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo ne soient toujours pas connus. La dépouille toujours à la morgue. À la radio Amplitude FM, la mythique émission Embouteillage a été relancée par le top management sous un nouveau format. Elle est désormais animée par le jeune Thierry Valère, l'un des poulains de Martinez Zogo. And still in line with this case, the National Syndicate for Cameroon Journalists, in its French acronym SNJC, in a press release today, has called on all media organs to continue mounting pressure on the Cameroonian authorities so that justice and truth be brought to this case. Away from our local news, we now take on our foreign page, and this with our foreign partners, the Voice of America. Malawi is a majority Christian country dominated by Roman Catholics, who make up about 20% of the Christian community, according to a 2018 population census. Many Catholics, including Catholic Church leadership, say they are struggling to follow through with the mid-December announcement by the Vatican permitting priests to bless same-sex unions. The Reverend Valeriano Mtsega, Secretary General of the Episcopal Conference of Malawi, made up of the country's Catholic bishops, said the churches, for now, are still prohibiting same-sex blessings. We have moral values to protect and cultural values as well, which have to go in tandem with the teaching of the church. So it's not being inflexible or not being rigid. It is pastoral in nature, and so it can be taken on board or not be taken on board. So we have chosen not to take it wholesomely, that we have to bless people's same-sex union. Some Catholic residents, such as Christopher Land of Lilongwe, Malawi's capital, also say they can't support same-sex blessings. My stand is a big no to same-sex marriages. They're saying two things at once.
teaching says marriage between a male and female. Several other Catholic churches in Africa, including those in Nigeria and Kenya, have also rejected the Vatican Declaration. But despite that, some in the LGBTQI community who asked to remain anonymous due to security fears are hopeful and say they're eagerly waiting for the blessings. In a country like Malawi, I know it's really going to take some time. If given a chance, I would go for it. But so much to say that I really don't see that happening the soonest in African countries. The declaration has not only sparked debate among Christians, but also within human rights bodies. Wanda Fumkuche, chairperson of the rights advocacy group Humanists Malawi, thinks the position by African churches like Malawi will likely change. That's an idea that is going to be settling down among people in the country, not just the Catholic faithfuls. So in the coming years, we can see a change of stance by some of the members or even the leaders. Changing minds may not be easy. In July 2023, religious leaders led street protests against homosexuality, which currently is a criminal offense within a maximum sentence of 14 years imprisonment. Pope Francis, in the days after the declaration, acknowledged the controversy and encouraged people to embrace change. Chimwemwe Barata, VOA News, Lilongwe, Malawi. Faisons à présent le point de l'actualité en Afrique avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Tension aux Comores au lendemain de l'annonce de la victoire du président sortant Azali Assoumani au premier tour de l'élection présidentielle. Barrages et heurts entre protestataires et forces de l'ordre se sont multipliés à Moroni, la capitale. Les 5 candidats rivaux d'Azali ont dénoncé des fraudes et demandé l'annulation du scrutin. La rébellion du M23 annonce la mort de 2 de ses commandants dans des combats qui l'opposent à l'armée dans l'est de la RDC. Selon des sources sécuritaires, les 2 hommes ont été tués lors d'une frappe d'un drone de l'armée congolaise à Kichanga, dans le territoire de Massissi. Présidentiel au Sénégal, Karim Wade, fils et ministre de l'ex-président Abdoulaye Wade, a renoncé à sa nationalité française qui empêchait sa candidature. L'annonce a été publiée dans le journal officiel daté de ce mercredi. Sa double nationalité faisait débat à quelques jours de la validation finale des candidatures. Dans le nord-ouest de la Centrafrique, un casque bleu camerounais a été tué lundi et 5 autres ont été blessés par l'explosion d'une mine, a annoncé l'ONU. Des groupes rebelles affrontent régulièrement l'armée et ses alliés mercenaires russes du groupe Wagner dans cette région. Et voilà qui met un terme à cette édition d'Information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle Assec. Bonne soirée à toi, Oriane Duncan. Good night to our viewers. Thanks for watching. See you tomorrow with fresh news and more on your TV, STV. Bye-bye.